Le président, Madame le greffier d'audience, pourriez-vous... De l'année judiciaire. The special session marking the formal opening of the judicial year is now open. La séance d'ouverture spéciale marquant le début de l'année judiciaire est maintenant ouverte. Le président, Madame la secrétaire générale du Commonwealth, Monsieur le président de l'Assemblée des États parties au statut de Rome, Mesdames et Messieurs les juges des cours du monde entier, Mesdames et Messieurs les juges de cette cour, Madame le procureur, Monsieur le greffier, Monsieur le président de l'association du barreau pour la CPI, Excellences, Mesdames et Messieurs, au nom de mes collègues et de tous les fonctionnaires de la CPI, je vous souhaite la bienvenue à cette session spéciale de la Cour pénale internationale pour l'ouverture de l'année judiciaire 2020. L'année dernière s'est achevée pour nous sur une note positive dans les affaires de la CPI, avec une discussion salutaire au sujet d'un réexamen du système du statut de Rome afin que la Cour s'acquitte mieux de son mandat. Un réexamen qui a été formellement initié par l'Assemblée des États parties le mois dernier, après que cette idée ait été clairement approuvée par les dirigeants de la Cour ainsi que par les autres parties prenantes. Ce réexamen aurait dû avoir lieu depuis longtemps, pas seulement pour la Cour elle-même, mais également pour l'Assemblée des États parties, qui a été établie pour financer, pour soutenir la Cour. On peut faire beaucoup de progrès dans la manière dont est rendue la justice pénale internationale dans le cadre du système du statut de Rome. Et c'est à la Cour, à l'Assemblée des États parties, qu'il incombe justement de faire cela. Mais, mesdames et messieurs, qu'il soit bien clair que ce que nous nous apprêtons à améliorer quelque chose qui est d'ores et déjà extrêmement précieux pour notre humanité commune. Le fait que nous soyons prêts à examiner la manière dont nous pouvons nous acquitter plus efficacement de notre mandat ne doit pas nous faire oublier que la CPI est déjà un accomplissement extraordinaire dans l'ordre international. Je dis cela avec en toile de fond les violentes attaques lancées récemment contre la Cour simplement parce que celle-ci agissait conformément à son mandat tel que défini dans le statut de Rome et que ces attaques s'inscrivent dans le mépris affiché par certains à l'encontre de l'ordre multilatéral international. La CPI en étant un acteur essentiel. Dans ces circonstances, il existe un danger réel que les partisans de la CPI succombent, sans le vouloir, à une anxiété lancinante au sujet de la Cour qui ne le permettent plus de voir autre chose que le négatif partout. Je vous exhorte au calme. Le ciel n'est pas en train de s'écrouler sur la CPI. Il y a beaucoup de raisons d'être positif, malgré les imperfections qui sont la nature même du projet. Avec 123 États membres de tous les coins du globe, la CPI bâtit la résistance organisée du monde contre l'impunité pour génocide, crimes contre l'humanité, crimes de guerre et crimes d'agression. Les procès de la Cour ont mis en lumière la violence sexuelle pendant la guerre, l'abus d'enfants utilisés comme soldats, la persécution de populations à cause de leur appartenance ethnique, de leurs différences et des crimes haineux
qui prennent la forme d'attaques intentionnelles contre des populations civiles. Avec le mandat associé du Fonds pour les victimes, la CPI a fourni des réparations tangibles aux victimes. Surtout, la CPI a lancé un message clair que les misanthropes qui abusent de leur pouvoir et infligent des souffrances extrêmes à des victimes innocentes, eh bien, qu'ils seront sans relâche appelés à rendre des comptes et à bientôt répondre devant un tribunal international lorsque les tribunaux nationaux s'avèrent incapables ou n'ont pas la volonté de le faire véritablement. Bien sûr, le travail de la CPI exerce une pression nécessaire contre un pouvoir rampant, malveillant. Ceci explique en grande partie l'hostilité criante qu'elle subit, ainsi que le paradoxe de la part de certains chefs, certains dirigeants qui se refusent à quitter leurs fonctions politiques dans l'espoir que la notion d'immunité inviolable leur permettra de différer les comptes qu'ils devront rendre devant cette Cour. Cependant, l'année dernière, la Chambre d'appel de la Cour a précisé qu'une telle immunité n'existe pas, même pour les chefs d'État, lorsque leurs affaires relèvent de la compétence de la Cour. Ce qui prouve l'effet clair de dissuasion exercé par la Cour. En témoigne le fait que cet effet de dissuasion a contribué à réduire les violences électorales dans plusieurs pays africains. Dans 4 jours, mesdames et messieurs, le monde commémorera la journée du souvenir de l'Holocauste, le 75e anniversaire de la libération d'Auschwitz. Au moment où nous marquons cet événement, nous devons toujours garder à l'esprit que l'ordre international après la Deuxième Guerre mondiale a toujours regretté qu'à ce moment-là, il n'existait pas d'institution telle que celle-ci qui aurait pu agir pour faire obstacle à la témérité ou à la volonté des architectes de l'Holocauste. Nous avons maintenant la CPI qui peut traduire cet engagement global. Nous devons continuer à la soutenir de telle sorte que nous puissions justement constituer cet obstacle à la témérité et à la volonté de ceux qui commettent les génocides, les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre, les crimes d'agression de demain. Le père fondateur américain Alexander Hamilton a décrit le judiciaire comme étant la branche la plus faible du gouvernement et à juste titre. C'est notamment le cas du royaume notoirement imparfait du droit international qui inévitablement dépend des États eux-mêmes pour sa mise en œuvre, même pour ses fonctions les plus fondamentales. La CPI est à la merci des États pour l'exécution de ses fonctions les plus critiques, les plus essentielles, y compris l'arrestation et le transfert des suspects. La CPI ancre également le caractère indispensable du droit international dans un monde qui estime la paix et la sécurité des hommes. Comme le juge de la Cour suprême des États-Unis, Robert Jackson, l'a dit à l'aube de l'ordre international moderne en 1945, ceux qui connaissent le mieux les lacunes du droit international sont ceux également qui connaissent la diversité et la permanence de ses réalisations et son caractère indispensable à un monde qui veut vivre en paix. Oui, la CPI personnifie les imperfections du droit international, mais elle demeure un mécanisme de grande valeur pour l'humanité, notamment parce qu'elle a permis véritablement de desserrer l'étau de la tyrannie en serrant l'humanité d'aujourd'hui. Avec ces quelques mots d'introduction,
Une nouvelle fois, je vous souhaite la bienvenue à la CPI pour marquer l'ouverture officielle de notre année judiciaire 2020. Avant de donner la parole au procureur, nous allons entendre le premier de nos intermédiaires musicaux. Nous avons 4 jeunes musiciens dans la salle d'audience pour ce faire.
Thank you. Merci beaucoup. J'invite maintenant Madame le procureur de la Cour à partager avec nous ses réflexions. Madame le procureur. Madam Secretary General, Madame la secrétaire générale du Commonwealth, Monsieur le président de l'Assemblée des États parties, Monsieur le président de la CPI, honorables juges, Monsieur le président de l'Association du barreau de la CPI, Monsieur le greffier, chers collègues, Excellences, Mesdames et Messieurs. Je suis reconnaissante de l'occasion qui m'est donnée pour vous faire part de quelques réflexions à l'occasion de l'inauguration de l'année judiciaire de la CPI. J'adhère au sentiment qui vient d'être exprimé par le président s'agissant du climat actuel de l'ordre international multilatéral et des défis auxquels se heurte la CPI. L'année 2020 a commencé il y a 3 semaines et déjà, nous avons dû faire face à un certain nombre de crises de par le monde qui soulignent l'impératif international de trouver une solution immédiate et à long terme pour la paix et la sécurité et aux défis que cela comporte et les attaques contre la justice internationale qui menacent le bien-être des citoyens du monde, jeunes comme moins jeunes. La CPI, en tant que Cour pénale internationale unique en son genre permanente, est un pilier crucial dans un ordre mondial fondé sur le droit. Le but de son mandat, la pertinence de son mandat aujourd'hui est on ne peut plus évidente, encore plus qu'il ne l'était en 1998, lorsque la communauté internationale s'est galvanisée pour adopter le statut de Rome et mettre fin à l'impunité pour les crimes les plus graves. Nous nous sommes engagés à ne plus faire fi des souffrances des victimes et que l'État de droit ne doit pas céder le pas à la politique et aux considérations politiciennes. Les auteurs des crimes doivent répondre de leurs actes devant la justice internationale et le pouvoir ne doit plus servir de bouclier contre l'impunité. Aujourd'hui, en 2020, cette lutte continue. Et dans ce contexte difficile, mon bureau travaille d'arrache-pied, de façon indépendante, pour mener à bien ses activités fondamentales qui consistent à mener des examens préliminaires, des enquêtes et pour parfaire ces activités dans le but d'établir une culture de reddition de comptes. Nous avons noté des progrès notables, y compris lorsque M. Bosco Ntaganda a été condamné et les décisions confirmant les charges et renvoyant afin d'être jugés M. Alassane et M. Yekatom et Ngaisona. Mon bureau a en outre commencé un certain nombre d'enquêtes, notamment la situation au Bangladesh, Myanmar, et a terminé son examen préliminaire dans la situation relative à la Palestine. Notre bureau a conclu que toutes les conditions prévues au statut de Rome ont été satisfaites. La décision relative à la portée de la portée territoriale a été confirmée. Et j'ai obtenu cette décision avant même d'ouvrir une enquête et cela a suscité un intérêt de la part des principales parties prenantes et des protagonistes, y compris dans les médias. Pour mon bureau, cette mesure, cette étape s'inscrit dans le cadre d'un mandat indépendant et neutre. Et c'est ainsi que mon bureau compte travailler. Nous escomptons un arrêt en appel relatif à la situation en Afghanistan. Et toutes ces évolutions contribuent à un calendrier judiciaire très chargé en 2020. Excellences, Mesdames et Messieurs, chers collègues, nous travaillons de façon efficace et efficiente à nous acquitter de notre mandat et la Cour entend, dans les prochaines semaines et prochains mois, se livrer à un examen par des experts indépendants qui ont été invités par l'Assemblée des États parties à se pencher sur nos méthodes de travail. Notre bureau accueille favorablement cet examen qui arrive à point nommé. C'est un exercice qui contribuera à renforcer davantage le rôle de la Cour et le système fondé sur le statut de Rome dans son ensemble. Nous nous réjouissons de la perspective d'échanger avec les experts et
développer les mesures qui ont déjà fait leurs preuves et qui ont déjà été prises, sinon identifiées, dans le but de poursuivre le mandat stratégique de notre bureau, notamment s'agissant de la stratégie d'achèvement, la gestion des ressources et la performance dans le prétoire. Cela étant, il est important de ne pas perdre de vue l'environnement dans lequel évolue la Cour, surtout face à des attaques incessantes qui visent à miner notre crédibilité et à miner l'état de droit d'une façon générale. Aucun examen du fonctionnement de la Cour ne serait complet si l'on ne procédait pas dans le même temps à agir de façon proactive pour identifier tout ce qui risque de faire dérailler le cours de la justice internationale. Nous devons donc garder le cap. Le courage, les convictions doivent toujours présider à nos actions pour protéger nos valeurs communes et nos objectifs communs. Surtout dans la conjoncture actuelle. Nous le devons aux victimes de toutes les atrocités indicibles des différents continents qui continuent de voir en la Cour une source d'espoir afin que les générations futures puissent vivre dans un monde sûr, juste et équitable, comme l'avaient envisagé à juste titre les auteurs du statut de Rome. Personnellement et collectivement avec mes fonctionnaires qui travaillent inlassablement, nous réjouissons de la perspective de continuer à travailler avec vous pour nous acquitter de notre mandat, ce mandat qui est nécessaire. Merci de votre attention. Thank you, Madam. Merci, Madame le procureur. J'invite à présent Monsieur Peter Haynes, QC, et président de l'association du barreau près la Cour pénale internationale, à prendre la parole. Madame le secrétaire général, Monsieur le Président, Madame le procureur, Mesdames et Messieurs les juges, Excellences, Mesdames et Messieurs, l'association du barreau près la Cour pénale internationale, connue également comme l'ABCPI, a été fondée il y a environ 3 ans et demi, et j'en suis le 4e président. Malheureusement, je suis le 4e homme à occuper ce poste et le 3e avocat du Royaume-Uni. Ces statistiques ne reflètent pas fidèlement la diversité ni l'équilibre homme-femme de nos membres. Il conviendrait que dans un avenir très proche, ce soit une femme qui ne soit pas anglophone, une personne de couleur ou même une personne qui correspond à ces 3 critères qui s'adressera à vous. Mais pour le moment, j'ai le privilège de m'adresser à vous au nom de notre association. Les membres de notre association sont au nombre de 340. Ils représentent les avocats inscrits à la liste des conseils devant la CPI et qui agissent dans un rôle de soutien et d'appui. Elle a pour objectif de veiller à ce que le barreau continue d'être indépendant et qu'il ne subisse pas d'ingérence politique en s'autorégulant. Elle verra également à tous ceux qui pratiquent devant la Cour respectent les règles du jeu. Je ne parle pas uniquement de tricher, mais de l'importance d'être assuré, de payer ses cotisations et de respecter les normes de comportement établies. Nous verrons également à ce que ceux qui travaillent avec la Cour aient les qualifications nécessaires et qu'ils bénéficient de la formation et du développement professionnel nécessaire. Les praticiens échangent des idées, des expériences au sein de l'association, mais aussi avec la branche judiciaire et les administrateurs de la Cour. Car, au final, rien ne saurait se substituer à l'expérience. Et nous veillons également à faire en sorte que ceux qui tombent en dehors du cadre central de la Cour aient une voix. Par exemple, les changements législatifs, les changements relatifs au financement au titre de l'aide juridictionnelle
etc., etc. Et nous agissons en tant que point focal pour la Cour, pour ceux qui sollicitent le point de vue de professionnels indépendants et qui cherchent à avoir une interaction avec la Cour. Et enfin, le barreau notre association du barreau a un rôle moral. Il ne s'agit pas simplement d'avoir une dimension sociale, organiser des formations ou organiser des cocktails. Ce n'est pas la première fois que le président de l'association ait eu l'occasion de prendre la parole devant un tel auditoire. Mais l'occasion de cette année est particulièrement importante. L'année dernière, lors de sa 18e session, l'Assemblée des États parties a adopté une résolution reconnaissant effectivement l'association du barreau près de la CPI comme l'association du barreau officielle près la Cour. Évidemment, je m'adresse à vous J'aurais aimé m'adresser à vous et vous dire que c'est grâce à mes qualités d'avocat que cela a été possible, mais ce n'est pas le cas. En effet, au cours des 3 dernières années, l'association a de plus en plus été reconnue devant la Cour comme étant l'organe avec lequel il faut composer et travailler à tous les chapitres. En effet, c'est grâce à une coopération pleine avec le greffe, le facilitateur, le comité du budget des finances, les chambres et le bureau du procureur sur des questions qui comprennent notamment l'amendement apporté à la politique d'aide juridictionnelle, les protocoles et les pratiques, les plaidoyers de culpabilité, les initiatives visant à améliorer la procédure de présentation des éléments de preuve et les mécanismes qui font en sorte que ceux qui travaillent à la Cour soient protégés contre tout abus ou harcèlement. Ce travail aurait pu se faire de toute façon, mais le fait que l'Assemblée des États parties ait reconnu notre rôle est un pas important, non pas uniquement pour l'association, mais pour la Cour également. En effet, cela se traduira par une collaboration plus étroite et plus directe entre les praticiens, membres du barreau, et tous les organes de la CPI, et cela contribuera à l'amélioration de toutes les opérations judiciaires administratives. Dans les années à venir, nous nous réjouissons de pouvoir continuer à jouer un rôle actif dans le processus d'examen de la Cour. Ces ressources considérables seront mises à la disposition de la Cour pro bono pour veiller à ce que le processus d'évaluation donne des résultats qui soient adaptés tant aux objectifs qu'au calendrier de la Cour. La BCPI continuera de former des associations avec d'autres barreaux de par le monde pour diffuser le message de la Cour. Nous l'avons fait avec l'association du barreau de Belgique, du Koweït, et nous faisons de même avec le barreau français. Et des programmes de formation en sont programmés en Ukraine, à Jakarta. Et en tant que président, j'ai été invité à représenter l'association devant l'Union panafricaine des avocats et la conférence du barreau africain. Le comité chargé de la formation mettra sur pied des programmes maison pour renforcer les compétences de ses membres. L'association a un groupe de travail sur la parité entre les sexes, l'égalité et le bien-être, et ce comité continuera à travailler sans relâche avec le syndicat du personnel de la CPI pour établir des protocoles et des procédures pour les victimes de harcèlement, pour leur donner des moyens. Et nous avons également pris des mesures pour jouer un rôle dans le cadre des champions en matière de genre. De toutes ces façons, la BCPI démontre et continuera à démontrer qu'elle soutient les objectifs stratégiques de la CPI et qu'elle est prête à démontrer son rôle en tant que partenaire précieux. Je vous remercie. Merci beaucoup, Maître Haynes. Je donne la parole au greffier de la Cour, Monsieur Peter Lewis. Vous avez la parole. Baroness Scott. Madame la baronne Scotland, Monsieur le Président, Madame le procureur, Monsieur le Président du barreau, Excellences, chers invités, Mesdames et Messieurs, chers collègues de la Cour, c'est un grand honneur pour moi que de m'adresser à vous aujourd'hui
à l'occasion de l'ouverture de l'année judiciaire 2020. Je vous parle aujourd'hui à un moment où les fonctionnaires du greffe, ici à la haie et dans les bureaux sur le terrain, effectuent les tâches suivantes: soutiennent le fonds pour les réparations, protègent les témoins et prennent contact avec les victimes, fournissent un environnement sûr pour ceux qui se trouvent en détention, fournissent une aide judiciaire pour les défendeurs et les victimes, et par le biais des bureaux indépendants fournissent un soutien direct aux équipes de la défense et aux représentants des victimes. Nous travaillons avec les États pour fournir une coopération, y compris dans le domaine essentiel de l'exécution des mandats d'arrêt. Nous nous assurons de recruter les meilleurs pour travailler à la Cour et pour gérer les ressources financières qui nous sont allouées. Et dans cette cour, aujourd'hui, le greffier, par le biais de nos interprètes, de nos sténotypistes, des traducteurs, permettent que nous communiquions entre nous et que finalement, ce que nous faisons aujourd'hui puisse apparaître aux yeux du monde. Et outre ces tâches que je viens de citer, nous en faisons bien d'autres. À cause de ces tâches essentielles, nous, au greffe, sommes pleinement conscients que ce que nous faisons en tant qu'individu, en tant qu'équipe, fait la différence. C'est la raison pour laquelle, conformément au premier plan stratégique du greffe, nous allons continuellement essayer de nous améliorer sans relâche, obtenir le meilleur de chacun en renforçant l'engagement des fonctionnaires. Nous allons également améliorer la représentation géographique et l'équilibre entre les hommes et les femmes. Je suis très fière de mener les fonctionnaires du greffe qui travaillent sans relâche, avec toute diligence, respect et un fort engagement à l'égard de la Cour. Cette mission n'est possible que grâce au soutien des États parties qui nous fournissent nos finances, qui nous fournissent les personnes qui travaillent au greffe et la coopération qui est la ligne de vie de cette institution. En 2020, nous sommes déterminés, comme les années précédentes, à démontrer la valeur de l'investissement que les citoyens des États parties font pour la Cour dans cette cause vitale de la justice pénale internationale. Merci. Thank you very much, Mr. Ray. Merci beaucoup, Monsieur le greffier. Nous allons maintenant entendre notre deuxième intermezzo musical.
Thank you so much for that wonderful. Merci beaucoup, merci. J'ai maintenant le plaisir immense de vous présenter notre invité d'honneur, notre orateur principal, la baronesse Patricia Scotland, secrétaire du Commonwealth. Je voudrais reconnaître le soutien qu'elle a apporté, elle et son organisation, à la Cour. En outre, la baronesse Scotland est également une juriste de haut vol. Elle a été la première avocate, la première femme à être désignée comme Attorney General en Angleterre et aux Pays-Bas. Pendant sa carrière au gouvernement, elle a joué un rôle essentiel dans la mise en œuvre du statut de Rome au Royaume-Uni. Nous sommes véritablement très honorés de vous avoir parmi nous, Madame baronesse. Vous avez la parole. Mr. President, Monsieur le Président, Madame le procureur, Monsieur le greffier, Mesdames et Messieurs les juges, collègues, Mesdames et Messieurs, c'est un plaisir et un honneur pour moi que d'être ici à l'occasion de l'ouverture de l'année judiciaire de la Cour pénale internationale. Et j'espère que le président de l'association du barreau près la Cour pénale internationale se réjouira d'apprendre que je suis la seule femme à avoir été nommée Attorney General au Royaume-Uni par Sa Majesté depuis la création de ce bureau en 1915 et la seule et première femme à avoir été secrétaire générale du Commonwealth. Et aujourd'hui, je m'adresse à vous malheureusement en anglais. La Cour pénale internationale est une organisation sans égale. Et en tant que barrister, avocate et qu'ancien attorney général au Royaume-Uni, j'ai eu, dans le cadre de ma carrière, eu l'occasion d'assister à un certain nombre d'ouvertures d'années judiciaires. Cette année, cependant, la situation est quelque peu différente. En effet, elle a lieu dans une institution dont beaucoup pensaient qu'elle ne verrait jamais le jour. La Cour pénale internationale est la réalisation d'un rêve auquel adhéraient beaucoup, à savoir que les victimes des crimes les plus graves pourraient trouver justice à la Cour pénale internationale, au niveau international. La Cour a été conçue pour mettre fin à l'impunité pour les auteurs des crimes atroces, quel que soit le rang qu'ils occupent. Personne ne serait à l'abri de la portée de la Cour, et ce, y compris les chefs d'État. Aujourd'hui, en 2020, nous sommes réunis dans les locaux permanents de la CPI. La CPI compte 27 affaires en cours, 12 situations en cours d'enquête et 9 examens préliminaires. Évidemment, la Cour n'est pas à l'abri de toute critique. En effet, c'est une organisation qui évolue, qui est en constante évolution et qui s'efforce d'accomplir sa mission, à savoir mettre fin à l'impunité aussi efficacement que possible. Toutefois, les défis et les critiques négatives ne devraient pas nous détourner ni occulter le fait fondamental qu'une Cour pénale internationale fonctionnelle est en soi une victoire pour l'État de droit.
Je m'adresse à vous en ce moment très émouvant, car la création de cette cour et l'évolution de ma carrière ont été étroitement liées au cours des 20 dernières années. En effet, en tant que ministre des Affaires étrangères à la Chambre des Lords, j'ai été responsable de déposer le projet de loi qui allait jeter les bases de la ratification du statut de Rome par le Royaume-Uni. C'était le premier projet de loi pour lequel j'étais seul responsable. Et l'importance de ce projet de loi était indéniable. Les juridictions nationales devaient continuer d'être la première ligne de défense contre l'impunité pour les atrocités de masse. La CPI était censée être un filet de sécurité, c'est-à-dire la cour de dernier ressort, de dernier recours. Et c'est ce qui a guidé mon travail à la Chambre des Lords. Mes collègues à la Chambre des Lords et moi-même, nous nous sommes retrouvés face aux détails du droit international pénal. Par exemple, les questions de l'immunité d'État, l'immunité diplomatique, la question de la compétence, les lois régissant la fixation de la peine à la CPI. Cependant, nous n'avons pas perdu de vue le sens et l'objectif du statut de Rome pour nous, au Royaume-Uni, pour le Commonwealth et pour la communauté internationale dans son ensemble. Nous avions l'espoir de maintenir l'intégrité du statut de Rome, car celui-ci était le symbole de la création de ce qui allait devenir l'institution la plus importante pour la prévention des crimes et la protection des droits de l'homme, créée par la communauté internationale en 50 ans. L'objectif du Royaume-Uni était de devenir fondateur de la Cour, et nous avons réussi à l'être. Nous avons été un des 60 premiers États à ratifier le statut. Et le 13 juillet 2011, le président de la Cour pénale internationale de l'époque et le secrétaire général du Commonwealth à l'époque ont signé un mémorandum d'accord pour renforcer et promouvoir la coopération entre ces deux organisations afin de soutenir conjointement la mise en œuvre par les États du droit pénal international. Aujourd'hui, près de 10 ans plus tard, près 10 ans après que nos deux organisations ont signé ce mémorandum d'accord historique, moi, à titre de secrétaire général du Commonwealth, organisation intergouvernementale représentant plus du tiers du monde, me retrouve dans la situation où je dois poursuivre le travail que j'ai commencé assidûment au Parlement du Royaume-Uni il y a environ 20 ans, mais je portais alors une casquette différente. Le Commonwealth compte 53 pays membres qui adhèrent à des valeurs démocratiques communes et qui ont un héritage juridique riche qui a pour but d'encourager la coopération internationale. Sur les 53 pays membres du Commonwealth, 36 sont partis au statut de Rome, ce qui représente environ 60% de nos membres, et ce nombre augmentera inéluctablement. Le Commonwealth tire une grande fierté de la diversité de ses membres. En effet, parmi les membres du Commonwealth, il y a quelques-uns des pays les plus peuplés du monde et quelques-uns des moins peuplés, comptant à peine moins de 10 000 habitants. Parmi nos membres, il y a des économies avancées et des pays en développement, et une diversité de traditions. Cette diversité est également reflétée dans la relation des pays membres avec la Cour pénale internationale. En effet, il y a des pays du Commonwealth qui font partie de ceux qui soutiennent la CPI depuis longtemps, alors que d'autres de nos membres ont exprimé des doutes quant à la Cour. Le nombre important de membres du Commonwealth est lié à son passé et à son avenir par la langue et par ses institutions. Ils sont également unis par leurs valeurs communes qui sont énoncées dans la charte du Commonwealth adoptée en 2012. S'il est vrai qu'il n'y a peut-être pas unanimité quant à la manière dont la CPI est perçue par les pays membres du Commonwealth, il n'en demeure pas moins que les valeurs auxquelles adhèrent nos organisations comportent des similitudes importantes.
la charte du Commonwealth, ou par la charte du Commonwealth, tous les pays membres ont déclaré que la paix et la sécurité internationale, la croissance économique durable et le développement durable, ainsi que l'état de droit, sont des éléments essentiels pour assurer le progrès et la prospérité pour tous. La CPI joue non seulement un rôle important dans la promotion de la paix et de la sécurité internationale, en fait, elle a été conçue pour partie à cette fin. En s'acquittant de son mandat, qui consiste à mettre fin à l'impunité pour les crimes les plus graves et en s'efforçant de dissuader la commission de crimes à l'avenir, la CPI contribue à rétablir l'ordre dans les zones post-conflit et à créer et à préserver la paix. La CPI a été établie pour punir les agresseurs qui pourraient décider de commettre des crimes atroces là où les systèmes d'état de droit sont effondrés. Mais son objectif réel remonte à 1946, lorsque la communauté internationale a dit à Nuremberg que plus jamais la communauté internationale ne fermera les yeux devant les crimes de masse et les atrocités. Plus jamais on ne fera fi de la vulnérabilité et de la souffrance des victimes et demeurer silencieux face à ces forces maléfiques. C'est un mandat ex post facto, mais pas seulement. C'est un engagement en faveur de la prévention de crimes qui ont mis le monde à genoux. La communauté du Commonwealth honore cet engagement. Et c'est pourquoi elle a élaboré des éléments nationaux qui sont conformes à ces éléments internationaux. Aujourd'hui, le Commonwealth, qui s'est réuni en 1949 pour signer la déclaration de Londres, continue à s'engager dans la voie de la paix. La paix ou la justice ont souvent été présentées comme une dichotomie, mais à mon sens, c'est un faux débat. Que la justice soit rendue par la Cour pénale internationale, des tribunaux nationaux ou par d'autres mécanismes, une paix durable est quasi impossible sans justice. Notre charte exprime cela de façon claire. La paix internationale et l'état de droit sont essentiels pour assurer le progrès et la prospérité de tous. La protection et la promotion de l'état de droit sont le pilier de notre organisation. Pour rappeler la charte du Commonwealth, nombre de pays membres se sont engagés en faveur de la promotion de l'état de droit comme étant une protection essentielle pour les peuples du Commonwealth. Les pays du Commonwealth sont liés par un engagement commun en faveur de l'état de droit, puisque c'est une solution aux problèmes sans cesse changeants du monde. Pour atteindre l'objectif de la paix, il faut institutionnaliser les principes sous-tendant l'état de droit, y compris le respect des droits de l'homme, l'accès à la justice, combattre l'impunité et le respect de l'humanisme. En tant qu'État membre du Commonwealth, nous nous engageons devant la communauté internationale envers ces institutions comme la CPI à militer en faveur de ces principes. Et nous nous engageons en faveur du statut de Rome. Un système de justice qui soit équitable est une condition préalable à toute démocratie. Pour qu'il soit efficace, il faut que l'on puisse faire confiance à ce système. Et pour cela, il faut qu'il soit accessible par tous et composé d'institutions fortes, légitimes et sans reproche. C'est la raison pour laquelle bâtir des institutions publiques solides qui puissent donner lieu à un développement durable, démocratique, a toujours été au centre du travail du Commonwealth. L'accès à la justice, cela ne signifie pas simplement accès à un tribunal. L'objectif ultime du système des tribunaux est de rendre la justice. Par conséquent, nous menons un examen approfondi des erreurs humaines et techniques qui empêchent ou qui mettent en danger la mise en œuvre rapide et efficace de la justice dans nos États membres.
Au terme de leur réunion à Colombo en novembre dernier, les ministres de la Justice du Commonwealth ont adopté la déclaration portant sur l'accès égal à la justice. Dans cette déclaration, ils déclarent assurer l'adoption d'une interprétation large de l'accès à la justice qui aille au-delà de l'accès à des mécanismes de résolution des conflits simplement et qui se concentre sur l'égalité des résultats. Il s'engage également à lever les barrières à l'accès à la justice. Le thème de la réunion a conduit à des discussions fascinantes entre les ministres de la justice sur la manière dont ils répondent aux besoins de justice de leur population, y compris les besoins plus spécifiques des groupes vulnérables dans leur juridiction. Les ministres de la Justice ont partagé des exemples de mécanismes de justice traditionnels, de tribunaux spéciaux et de collaboration réussie entre la justice, les services sociaux et de la santé. L'un des résultats intéressants de ces discussions a été la conclusion que la justice ne se trouve pas toujours entre les murs d'un tribunal. La justice peut prendre différents sens selon les personnes en cause. Au niveau international, les défis auxquels l'on se heurte pour donner accès à la justice au niveau intérieur sont renforcés en quelque sorte étant donné les répercussions mondiales. La Cour pénale internationale est bien consciente de la quasi-impossibilité de garantir que toutes les victimes des crimes internationaux les plus graves aient bien accès à la justice. Le nombre, simplement, des personnes affectées directement ou indirectement par ces crimes tend à faire de l'accès à la justice pour tous un défi insurmontable. La CPI ne peut pas fournir la réponse à tous les besoins de justice et de réparation. Dans des crimes de l'échelle de la Cour, il y a des besoins plus larges, des besoins de mémoire, de conservation pour l'histoire, d'éducation. Et c'est là que le principe de la complémentarité devient important. Ceci à l'esprit, les nations du Commonwealth cherchent à mettre en œuvre leur engagement à accroître l'accès à la justice. Nous comprenons que nous devons garder à l'esprit les victimes de crimes tels que les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité et le génocide. La CPI n'a pas été conçue pour entendre toutes les victimes de ces crimes. Il est donc absolument essentiel que les systèmes de justice nationale soient équipés pour fournir une forme de réparation. L'inclusion des crimes internationaux dans le droit national représente une étape importante dans ce processus qu'il faut faire suivre de poursuites effectives. Au secrétariat du Commonwealth, notre rôle est d'assister les pays membres à respecter pleinement leurs obligations internationales. Le secrétariat du Commonwealth a développé un droit modèle pour mettre en œuvre le statut de Rome de la CPI et apporter assistance aux pays dans leurs efforts pour inclure les crimes internationaux dans le droit national, que ces pays soient partis au statut de Rome ou non. Il nous faut nous souvenir que l'accès à la justice est également hautement dépendant de la mesure dans laquelle ces populations font confiance à ces institutions. Étant donné la surveillance intense et mondiale que subit la CPI en tant qu'institution internationale, sa crédibilité est essentielle à son succès. Cette crédibilité vient dans une large mesure de l'équité des procédures et de l'indépendance de ses acteurs, en particulier l'accusation et le judiciaire. D'après des juristes éminents, il existe des liens entre les crimes commis pendant les conflits et le crime organisé. Les crimes internationaux n'ont pas lieu dans un vide, mais sont étroitement liés
à la criminalité organisée et à la corruption. Par exemple, il est apparu qu'il existait une relation symbiotique entre les crimes de guerre et la criminalité organisée pendant et après le conflit en ancienne République de Yougoslavie. Lutter contre la corruption, par conséquent, devient un impératif non seulement économique, mais également un impératif pour la sécurité des hommes. Le Commonwealth, par conséquent, développe des bornes anticorruption qui seront présentées aux chefs de gouvernement du Commonwealth pour adoption lors de leur prochaine réunion en Rwanda en juin cette année. Ces bornes s'attaquent à l'importance de combattre la corruption dans le système judiciaire et à permettre au judiciaire d'opérer de manière efficace et indépendante. Au niveau international, l'indépendance du judiciaire prend un sens tout à fait nouveau. Une cour internationale crédible exige un judiciaire qui soit représentatif, ce qui n'est pas facile puisque cela signifie également travailler avec des cultures et des traditions juridiques différentes. La responsabilité de cette Cour est immense. Et les yeux du monde sont fixés sur elle et observent la manière dont les procès sont menés, la manière dont les jugements et les décisions sont rendus. Développer une jurisprudence internationale qui puisse être utilisée ensuite partout dans le monde comme une référence dans la poursuite des crimes internationaux représente véritablement une opportunité unique. Tous les juges contribuent à l'évolution du droit, mais vous avez ici, vous, juges de cette cour illustre, vous avez le privilège d'exercer cette fonction dans un contexte unique et hautement visible. Parce que, comme chacun des juges présents ici aujourd'hui qui font partie de cette cour discuteront lors des séminaires d'aujourd'hui, le caractère prévisible et cohérent de cette Cour est une considération essentielle dans ce contexte. La Cour a précisé le droit en ce qui concerne la violence sexuelle pendant la guerre, l'utilisation des enfants soldats, la persécution ethnique, d'autres crimes innombrables imposés aux civils, et a développé des victimes pour fournir une réparation tangible aux victimes. Elle a inculpé des chefs de guerre et des chefs d'État en poste ou l'ayant été, qui doivent répondre à des chefs d'implication de violations graves des droits de l'homme, tout en démystifiant le droit sur les immunités. Ce dont il faut grandement se féliciter. Et la communauté internationale devrait véritablement en être fière. Notre campagne du Commonwealth à l'égard de l'égalité de droits pour les femmes a sa résonance avec d'autres campagnes contre l'injustice et la discrimination, y compris contre les enfants, le mariage précoce et forcé, le trafic d'êtres humains, l'esclavage moderne, la mutilation génitale des femmes et d'autres formes de violence sexuelle et domestique. La violence du genre dans les conflits armés a tendance à être davantage présente dans des sociétés où l'inégalité entre les hommes et les femmes est profondément ancrée. Le Commonwealth peut jouer un rôle pour mettre en œuvre les engagements pris dans sa charte sur l'égalité entre hommes et femmes, l'affirmation des femmes également en tant qu'actrices essentielles du développement humain et des droits fondamentaux. La Cour examine maintenant des questions qui sont hautement politiques et présentent un fort risque de polarisation. Ces affaires prouvent également que le monde, petit à petit, se retire de cette impulsion violente qui avait forgé l'essentiel du siècle passé. La CPI, en demandant des comptes aux dirigeants mondiaux, et en les rendant conscients des conséquences de leurs actions, en examinant
ce qu'ils font en les critiquant s'acquittent d'une tâche énorme. La Cour offre une alternative à la solution de la violence. Elle donne raison à la contrainte, à la restriction. Le monde aujourd'hui a besoin de la Cour pénale internationale. Le monde a besoin que la Cour résiste au temps et qu'elle réalise les hautes attentes du monde qui avait mené à sa création. Les dirigeants mondiaux doivent respecter les principes de redevabilité qui ont donné naissance à cette Cour, les principes d'indépendance judiciaire et des poursuites, un système véritablement autonome de procès. Ceci va véritablement démocratiser notre monde. Le statut de Rome a déclenché un processus difficile et urgent. Il a mis au jour les relations inconfortables entre la politique et la justice. Il a également déclenché une introspection profonde de notre approche à la réparation et aux relations complexes entre la politique, la justice et la paix. Il a été poignant d'entendre le président aujourd'hui et qui fait écho à ce qui s'est passé le 13 janvier de cette année. Mais nous allons lancer un appel au calme. Il nous a dit que le ciel n'allait pas s'écrouler sur la tête de la CPI. C'est une cour, un tribunal qui fonctionne dans un environnement extrêmement politisé. Et je suis d'accord avec lui. Bien entendu, la CPI représente l'imperfection du droit international et malgré tout, la CPI mérite notre soutien. Cela demeure un mécanisme de grande valeur pour l'humanité, en particulier parce que justement la Cour a permis de desserrer l'étau de l'inhumanité, de l'injustice. En concevant des mesures de renforcement des capacités comme le développement de la formation, des programmes d'assistance en faveur des juges nationaux, des procureurs et d'autres fonctionnaires de la justice pénale dans le domaine du droit international humanitaire, le Commonwealth ouvre et fournit son soutien sans réserve. La raison en est que cette institution et le traité qui la fonde représentent le meilleur de l'humanité. C'est un monument à ce que nous pouvons faire ensemble, parallèlement au plan national et au plan international. En conclusion, je pense qu'il est approprié de souhaiter à cette Cour toute la force, le courage, la sagesse et un esprit ouvert au moment où cette année judiciaire commence. Je voudrais vous remercier du privilège que vous m'avez donné aujourd'hui de m'adresser à vous au moment où vous allez vous acquitter de vos devoirs à l'aube d'une nouvelle année, mais également d'une nouvelle décennie. En tant que juge, les attentes que vous provoquez sont essentielles et décisives et je pense qu'un encouragement plus grand, une motivation plus grande et plus inspirante que celle-là, je ne peux la trouver. Au nom du Commonwealth, je vous remercie de tout cœur pour le travail que vous avez déjà effectué. Je vous remercie encore davantage pour le travail que vous ferez. Merci beaucoup. Thank you very much. Merci infiniment, Madame le secrétaire général, pour ces mots qui sont puissants et qui nous inspirent, qui nous rappellent la raison d'être même de notre cours et la genèse de notre cours. Merci.
Avant de conclure cette partie de la journée, nous allons inviter le Quatuor à cordes Lazarus une dernière fois.
Thank you so very Merci beaucoup. Excellences, Mesdames et Messieurs, ceci nous amène au terme de notre session d'aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup d'avoir été présents ici avec nous. Je déclare officiellement l'année judiciaire 2020 ouverte. Je lève la séance. Veuillez vous lever.